Allô tout le monde! Cette semaine au podcast, on reçoit le seul, l'unique Marc-André Grondin. Oh mon Dieu, quel bel homme, pardon, bon acteur, pardon, belle personne, c'est ça que je voulais dire. Il est tellement, non, mais sincèrement, vraiment génial. On parle d'un de tes films préférés, un de tes films fétiches. Oui, on parle du film Crazy. Ouais, un film Évidemment, on qui t'a n'avait pas beaucoup le choix, marqué. là, on n'avait Ah, pas le choix. évidemment. Mais on parle aussi, évidemment, de sa carrière d'acteur, forcément. Puis, on joue à un petit jeu bien, bien le fun qu'on a déjà joué. Puis, je pense qu'avec lui, c'était bien plaisant de le faire. Le le Bang Bling, le Fuck, Marry, Kill, voilà. Exact, mais notre version, là, il y a un titre spécial qu'on a déjà trouvé, mais on s'en souvient Je m'en plus. Fait souviens que, plus non plus. Bling, ouais. bang, bling. En tout cas, Bling, bang, bling, bling, c'est ça. Bling comme bling, bling, bang pour tuer. bang. Bang, mais non, il y a deux bangs pour tuer. Bang, Ah, ben c'est ça, il y a un bang puis un bang. Boom, bang, boom. bang. On parle de Il y a son côté bang, il y a bad boy, bang. bang, la Mafia Inc. avec les bijoux. Yo. Alors écoutez pour découvrir qui bang puis qui bang. Bonne écoute. Bonne écoute tout le monde. Cause I big blonde and beautiful. Yeah, 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 yeah. Wouh! Bonjour, bonjour. Et oui, nous sommes avec l'extraordinaire Marc-André Grondin aujourd'hui. Tellement content de te recevoir, Marc-André. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis bien content, moi, avec. Oui, est-ce que c'est la première fois que tu voyais Gabrielle? Oui. Oh mon Dieu, regarde, là, on va être rendu best friends forever, Marc-André. Ouais, non, j'ai l'impression que j'aurais pu me mettre un petit peu plus coloré. J'aurais pu m'habiller un petit peu plus funky, là, mais bon. T'as une touche de rouge, ça C'est passe. l'histoire de ma vie, de toute façon. As-tu une garde-robe colorée ou c'est pas mal dans le noir? Sérieusement, là, j'essaye depuis, disons, depuis les fêtes, d'acheter des morceaux de vêtements plus colorés. J'étais comme tanné d'être tout le temps en noir, blanc, gris, bleu. Fait que je me suis pogné genre un hoodie orange, puis j'ai un hoodie tie-dye, genre, puis ouais, c'est ça. J'essaie d'avoir un petit peu plus de lumière dans ma vie. C'est quoi ton morceau en ce moment que tu dis ça? C'est mon morceau fétiche que j'aime tout particulièrement. On a tout un petit morceau qu'on est comme ça, là, c'est mon préféré. Là. J'aime beaucoup les hoodies, moi. J'en ai beaucoup. Je porte tout le temps ça. Je trouve que c'est la pièce de vêtement la plus versatile. Je me sens confortable. Je suis même allé... Tu sais, moi, je suis pas à l'aise sur des gros plateaux de TV. Là. Puis quand je vois tout le monde en parle, même si ça fait genre 5-6 fois que j'y vais, ça me stresse énormément d'être devant le public dans une arène comme ça. Puis la dernière fois que je suis allé, j'ai mis un hoodie et j'étais plus confortable. Ah, J'étais vraiment moins stressé. J'ai pas entendu mon cœur battre dans mes oreilles pendant toute l'entrevue, comme ça arrive tout le temps. Ben voyons donc, tu te sentais vraiment plus comme dans ton... c'est ça, hein? C'est des vêtements qu'on faut. C'est comme quand on s'habille en mou chez nous un peu, genre. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, quand t'es acteur, tu te mets dans un rôle puis tout. Puis là, moi, je suis vraiment gêné devant le public. Je peux pas me cacher derrière quoi que ce soit. Puis si je m'en vais, genre tout le monde en parle, puis je me mets un suit qui est un costume que je porte pas dans la vie de tous les jours, je suis déjà moins confortable dedans. C'est comme difficile d'être soi-même, tu sais, d'être à Est-ce que là, l'aise. tu es en train de me dire que pendant le confinement, tu n'as pas porté de veston-cravate? Non. Non, mais je connais quelqu'un quand même qui fait avec ses enfants qui sont plus vieux. Là, il fait une soirée par semaine où il soupe tout bien habillé, chic, il ouvre des bonnes bouteilles de vin. Genre. Ben C'est comme leur soirée resto un peu. Là. Quelle bonne idée. Toi, ça t'a pas tenté de... Non. Non. De toute façon, j'ai pas une gang à nourrir comme ça. J'ai pas d'événements à faire. Fait que... C'est bon. Tu restes en mou puis en confort pour ouais, c'est ça. Je porte des jeans quand même. Là. Je suis pas okay. Oh, ben là, tu te lâches là. Moi, je pense que j'ai même pas mis une paire de jeans depuis le début du confinement. Ouais, je suis pas en kit Juicy Couture à longueur de journée en coton watté. T'as pas un manteau baby fat? Non, malheureusement. Mais peut-être que ça va faire... Tu sais, peut-être que lentement, je me dirige vers ça. Ça a commencé avec un hoodie orange. Ça va finir avec un kit baby fat rose avec du glitter. Oh mon Dieu, crop top, là. Ça, je veux une photo, par exemple, si ça se produit un jour. En plus, j'ai failli porter un crop top aujourd'hui.
Ben, il aurait fallu que tu baisses la cam un peu, parce que de toute façon, on le verrait même pas. Ouais, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui veulent me voir en crop Non, top. Point. je te confirme, Marc-André, c'est pas une bonne idée de voir Gabriel en crop top. Pas le moins souvent possible. C'est comme one scene cannot be unseen. Ouais, c'est ça. Voilà, C'est exact. Hey, est-ce que comment ça va en fait en ce moment, là, le confinement, tout ça, la quarantaine, etc., etc.? Ça va bien. Tu sais, je suis quand même dans une bonne position. Tu sais, évidemment, je tourne pas là, comme acteur, mais étant donné que je fais un peu de production, on est sur plein de projets en même temps. Fait que, tu sais, j'ai des meetings à toutes les journées ou tous les 2 jours. J'ai quelque chose à faire. Fait que, tu sais, quand tu as quelque chose à faire, le moral est là. Je suis quand même dans une pas pire situation. Tu sais, j'ai vendu ma maison juste avant que ça pète. Fait que, tu sais, je suis pas pogné financièrement. Tu sais, je suis quand même pas pire. Tu sais, je suis mieux que bien d'autres personnes. Mais c'est sûr que c'est un peu... c'est un peu anxiogène comme situation. Puis, à un moment donné, tu fais le tour de ce que tu peux faire. Là, mais tu sais, j'essaie de ne pas passer mes journées à regarder Netflix. Puis, j'essaie de faire de quoi dans la journée. Je fais Ouais, du faut comme ménage. s'établir un petit horaire hein, pour essayer d'avoir quelque chose. Parce que sinon, c'est vrai que c'est. Tu sais, tout en ce moment veut qu'on reste chez nous presque à rien faire. Fait que c'est difficile de. Ça serait facile de juste s'effoirer puis justement rien faire. Tu sais, il faut comme se Ouais, puis tu motiver sais, moi, nous-mêmes. je suis un peu un oiseau de nuit, là, tu sais, je suis capable de, tu sais, je me réveille le soir, là, je suis comme fatigué vers l'heure du souper, puis après ça, je me réveille, puis je peux rester debout vraiment tard, fait que je me force à pas faire de sieste dans la journée, à pas être écrasé dans le sofa, puis tout, puis comme ça, le soir, je me couche, puis je me lève à genre 8h30 le matin, puis j'ai une journée, tu sais, là, puis je vois le soleil, puis parce que sinon, je dormirais à longueur de journée, je me Ah ouais, connais. ah non, ça c'est. Moi, j'ai épuisé mes ressources Netflix en fin de semaine. Je savais plus quoi écouter. Alors, hier soir, j'ai écouté Le Tricheur en rafale. Wow! Oui. Je t'ai rendu là. Je suis rendu là dans mon confinement. Ben, moi, j'ai vu une série extraordinaire sur Netflix récemment qui s'appelle Caliphate. Ouais, c'est une série suédoise sur des djihadistes suédois et les gens de services secrets un peu suédois. C'est vraiment, vraiment bien réalisé, super bien écrit. Puis j'ai rarement vu un casting aussi extraordinaire. Tout le monde fait des prestations d'acteurs que j'ai rarement vues. Tu sais, des fois, tu en as un par émission là, qui est vraiment extraordinaire. Tout le monde est bon. Tu sais, bon à un niveau que j'ai trouvé un des acteurs qui m'avait fait capoter sur Instagram, j'ai envoyé un message. Ce que je fais jamais de ma vie. OK. Pour lui dire à quel point tu avais aimé sa performance. Ouais, puis ça a donné qu'il n'y a pas beaucoup de followers, fait qu'il m'a répondu merci. Ouais. Ah, mais c'est cool, ça. Il y a pas mal d'affaires en suédois, on dirait, qui ressortent. Mado, l'autre jour, nous parlait dans notre autre podcast, justement, elle nous parlait aussi de séries, justement, là, des pays nordiques qui ressortaient un peu, puis qu'elle, elle aimait bien aussi. Mais ça, je n'avais jamais entendu parler. Califat, on suggère. Il y a juste Ouais. une saison à date, mais... Il y a juste une saison, je sais pas, je pense qu'il n'avait pas prévu en faire une deuxième, même s'il pourrait. Mais là, il y a tellement un gros succès, je pense, sur Netflix qu'ils vont peut-être être obligés d'en faire une deuxième. Je sais ouais, pas. c'est ça. L'histoire finit-tu que c'est très probable qu'il y ait une deuxième saison? Ou... Non, en fait, c'est pas fermé comme finale. Fait que, tu sais, ça pourrait être juste ça. Mais je pense qu'il y a assez de matériel pour faire une deuxième saison sans que ce soit un peu tiré par les cheveux. Là. OK. Ah, ben c'est bon, ça. Mais outre les cinémas, ou pas le cinéma, mais plutôt la télévision internationale, là, en ce moment, tu es plus sur... tu nous proposes des choses québécoises, hein, des productions vraiment d'ici en ce moment. C'est depuis le début du confinement, à peu près, là, je pense. Ça fait quoi? Quelques semaines que tu es là-dessus. À chaque jour, tu nous Depuis le suggères un 1er film. avril. Là. Depuis le 1er avril, OK, quand même. Fait que tu Ouais, nous on suggères fait 30 jours, 30 productions francophones. Fait que, tu sais, c'est surtout au Québec, là, mais il y a des trucs de l'Ontario, il y a des trucs du Nouveau-Brunswick. Mais ça reste francophone. Il y a Jay Baruchel qui fait le pendant anglophone de ça. Ah, OK. Puis, on essaye de ratisser le plus large possible, là, que ce soit documentaire, série télé, film, court-métrage, pour les jeunes et moins jeunes, quelque chose d'un peu plus dark ou comédie. On essaie de ratisser le plus large possible là, pour inciter le monde à découvrir des nouvelles affaires, puis aussi, à la limite, revoir des trucs. Là, j'ai comme suggéré La grenouille et la baleine. T'sais.
Ah, ben oui, pourquoi Tu sais, pas? des Ben fois, oui. en ce moment, on plug nos enfants sur Netflix, sur Pat Patrouille et compagnie, mais en même temps, on oublie des fois qu'on pourrait leur faire regarder des films de notre enfance aussi, là. Ben oui. Ah, c'est pas parce que c'est pas d'actualité. En fait, ça l'est d'actualité. Je pense que ça reste. C'est des thèmes souvent qui vieillissent bien aussi, là. Tu sais. Ouais, Puis, ouais. ouais. T'en as-tu trouvé, toi, parmi ça, ou c'est des choses que tu connaissais toi-même ou tu as vraiment découvert plein d'affaires aussi? Les deux. Les deux. OK. Moi, il y a certaines productions que j'avais envie de mettre de l'avant. Évidemment, ben, tu sais, mes connaissances sont limitées, là. Je suis pas meilleur qu'un autre, là. Fait que, puis on voulait pas non plus faire ce genre de road trip-là. Le concept, c'est un peu un road trip. On se promène à travers le Québec puis les environs. Fait qu'on voulait pas rester juste à Montréal non plus. Mhm. Fait que j'ai eu des suggestions, j'ai découvert des trucs super intéressants, des documentaires. Il y a un documentaire qui s'appelle l'Académie, qui est sur des joueurs de basket à Thetford Mines, des jeunes qui sont formés, qui se retrouvent dans la NBA. Il y a Sex Shop, qui est sur une famille qui a un sex shop familial. Mon Dieu, OK. Ouais. Il y a plein Drôle. de trucs. Il y a des trucs moins drôles aussi, là. Tu sais, il y a 1999 qui est sur une tuerie qu'il y a eu, une vague de suicides qu'il y a eu dans une école secondaire au Nouveau-Brunswick. Une histoire Il y a un vécue, peu ça? de tout. Ouais, Ah, mon Dieu, c'est bien spécial. OK, on a ouais. vraiment entendu parler de ça. Ben, c'est ça, tu sais. Je pense qu'au Nouveau-Brunswick, il en a entendu parler beaucoup. Puis, Oui, absolument. fait que, tu sais, c'était une façon un peu de. C'est ce qu'on essaie de faire, de mettre le spotlight sur des productions qui ont peut-être moins eu d'exposure. Mais il y a aussi, tu sais, des films comme La Grande Séduction, des films qui méritent d'être vus. Ouais. Ah, mais c'est une excellente. Est-ce que ça vient de toi, cette initiative-là, ou on t'a approché? Non, on m'a approché. C'est nous qui est un- un projet financé par le Fonds des médias canadiens, tout ça, pour faire la promotion des projets d'ici et des artisans d'ici. Fait qu'eux ont eu l'idée super rapidement au début du confinement. Ils m'ont contacté moi, puis ils ont contacté Jay Baruchel pour qu'on fasse le pendant francophone-anglophone. Quelle bonne idée. Est-ce que tu as réussi à plugger un de tes projets là-dedans aussi? Il me semble que ce serait parfait de juste glisser un de tes projets là-dedans. Ben, je voulais pas au début. On m'avait suggéré plein de trucs, puis j'ai fait non. Puis là, finalement, je me suis abandonné aux affamés parce que je trouvais ça intéressant de parler de Amnord, où on a tourné, d'où vient Romain Aubert. Puis en plus, c'était le fun de mettre un lien vers quelque chose qui est disponible. La plupart des gens au Québec sont abonnés à Netflix, fait que il était disponible sur Netflix aussi. OK. Ah, c'est bien ça. Donc, ça, c'est sur ton Twitter, c'est ça? Ouais, OK, parfait. Donc, à tous les jours, on suit ton Twitter, puis à tous les jours, on a une nouvelle suggestion. à tous les jours à midi, je fais un tweet. Ah, mon Dieu, que c'est une bonne suggestion. Une bonne idée, ça. Bravo. Ben, bravo à. Aujourd'hui, Bravo à eux, ouais. en date de lundi, le 20 avril, de suggérer quoi aujourd'hui? Ben, en fait, on devait suggérer aujourd'hui Félix Emera, mais à cause de la tuerie qu'il y a eu, on a décidé de faire pause pour aujourd'hui, mais ça s'est décidé un peu dernière minute. Fait que, donc, demain, ça va être Félix Emera, qui est un super beau film de Maxime Giroux, qui est un peu, je dirais pas d'actualité, c'est juste qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui regardent Unorthodox sur Netflix. Mhm. Donc, c'est un peu c'est pas le même genre d'histoire, mais c'est un peu le pendant montréalais de ça, sur les Juifs assidiques. Ah, est-ce que tu es un cinéphile, toi, dans la vie? J'ai l'impression que oui. Oui, mais j'ai tellement des amis cinéphiles nichés que je me trouve pas si cinéphile comparé à eux. Ah Tu sais, ouais? je pense que je regarde plus de stock que la moyenne des gens, mais pas tant que ça. Tu sais, je regarde beaucoup OK. de documentaires, par contre. Ouais, Ah, OK. Tes documentaires sur vraiment de tout, là, ou... ouais, vraiment. Je suis quelqu'un de bien curieux dans la vie, puis je regarde beaucoup de documentaires, beaucoup de séries documentaires aussi. Moins maintenant, mais tu sais, dans les dernières années, là, il y a eu bien des moments dans ma vie où je passais mes journées dans un genre de loophole sur YouTube à regarder des documentaires sur plein de trucs. Ça peut aller de trucs historiques à genre des meurtres en série aux États-Unis, genre. Puis je regarde un peu de tout, puis je trouve ça super. Ça me nourrit beaucoup comme acteur aussi, tu sais, du documentaire. Surtout les genres de documentaires sur les criminels qui m'ont au final servi, tu sais, pour Mafia Inc. J'avais regardé un documentaire qui s'appelle, je pense, I'm a Killer sur Netflix. Ils ont sorti une deuxième saison que je n'ai pas vue, par contre, là, mais on suit des gens qui sont dans le couloir de la mort aux États-Unis, qui ont commis des crimes.
Puis on fait un retour sur leur vie, sur la vie des victimes aussi, sur le crime qu'ils ont commis, puis tout ça. Puis je trouve ça super intéressant parce que peu importe les crimes qui ont été commis, toutes ces personnes-là ont toujours un dénominateur commun. Ils ont eu une enfance difficile, ils ont eu des parents absents, des parents qui consommaient de la drogue, abusifs. Puis, tu te rends compte que tu es toujours un peu le produit de ton environnement familial, social, économique. C'est pas parce que tu viens d'un mauvais milieu que nécessairement tu vas te retrouver à tuer quelqu'un. Mais disons que quand tu pars avec 3 strikes dans la vie, c'est un peu tough de ne pas rentrer dans le milieu carcéral puis devenir un criminel, même si c'est pas ça que tu voulais faire à la base. Bref, des beaux documentaires Hop la vie qui te rendent heureux. Puis que... Ben oui! C'est pour ça que je m'habille en super coloré en ce moment. Tu vas souvent chercher ton matériel de recherche par les documentaires quand tu travailles un personnage ou tu as d'autres options généralement ou souvent tu vas vers les documentaires? Ça dépend. Ça dépend du sujet. C'est sûr que j'ai eu la chance de faire des films qui étaient inspirés de faits réels dans les dernières années. Ce qui est vraiment trippant, mais en même temps, c'est super touché là, parce que quand j'ai fait l'affaire du Mont, ça a pris du temps avant qu'on décide de qu'est-ce que j'allais prendre de la réalité de ce personnage-là, de cet homme-là, puis qu'est-ce que j'allais jouer de tout ça. Est-ce que j'allais faire une imitation de lui ou j'allais juste prendre l'essence de lui? Parce qu'au final, c'est un film sur une histoire et non sur quelqu'un nécessairement. Donc, on avait la chance d'avoir beaucoup de documents, beaucoup d'entrevues. Sa femme avait tout gardé, ses entrevues, puis ses passages à la télé, puis tout ça. Donc, ça me nourrit beaucoup. Puis tu vois, pour Mafia Inc., c'était différent. C'est des choses que j'avais déjà regardées, en fait, qui me sont revenues en tête. Puis je voulais pas non plus, étant donné que je faisais un personnage qui était inspiré de plusieurs personnes, il ne fallait pas que je copie quoi que ce soit. Puis je voulais pas non plus regarder des films de mafioso, parce que je voulais pas non plus que les gens voyant le film fassent comme « Ah ouais, il est vraiment en train de jouer tel personnage de tel film, dans le fond. » là. Fait que, non, ça dépend. C'est souvent au fil de conversation avec le réalisateur que tout à coup, lui peut avoir des référents, mais je ne vais pas tout le temps puiser dans des films ou des séries nécessairement. Mais de toute façon, quand tu es acteur, tu es inspiré par tout, là, par tout le monde. Je peux prendre le métro puis voir quelqu'un, puis Ben oui, complètement. 5 ans plus tard, ça me revient de cette personne-là, puis je fais comme « Ah oui, il faisait telle affaire, c'était hot », puis je vais essayer de le rentrer dans mon personnage. Ah, mais là, tu es en train de nous dire qu'il y a beaucoup de choses que tu t'inspires de faits vécus ou de choses vécues. J'espère que ce n'était pas le cas pour 51-50, parce que si oui, je pense que c'est toi qui vas avoir besoin là, de raconter ce qui s'est passé. Non, puis en plus, je suis pas un grand joueur d'échecs, donc ça va. OK. Ton film, mettons, la chose dans laquelle qui t'a le plus marqué là, de ce que tu as fait, c'est sûr qu'on retire des expériences d'un petit peu de tout, là, c'est certain. C'est difficile d'en cibler un. Là. C'est comme les spectacles, nous, si on nous demande le spectacle qui nous a le plus marqué ou l'affaire qui nous a le plus marqué, c'est toujours difficile. Mm-hmm. Mais mettons, je sais pas moi, toi, ton film, là, que tu dis ça, j'ai fait ça, là, puis il y a comme eu un avant puis un après, genre. Ah, c'est définitivement l'affaire du Mont. Ah oui? Oui, l'affaire du Mont, ça prouve que c'est pas le film le plus populaire qui va te marquer nécessairement, mais sur l'affaire du Mont, au Québec, on n'a pas la chance de jouer des rôles de composition souvent. On nous demande on nous habille en Old Navy, puis en Gap, puis on nous dit genre, mets-les dans tes mots, puis dis-les de même, puis que ça sonne naturel. Puis on te casse souvent pour l'énergie que tu as déjà. Puis avec Pods, là, je travaillé 2 fois avec lui, puis les 2 fois, il me casse pour des trucs où on ne penserait pas à moi, normalement, pour jouer ça. Okay. Puis quand il m'a approché pour l'affaire du Mont, je me souviens, j'y avais dit, je ressemble pas au gars. Lui, il était comme, je m'en fous, là, je m'en fous. Au pire, on mettra une perruque, on va t'habiller d'une façon, on mettra une moustache, quelque chose, là, mais... Puis... Ça a été difficile la première semaine d'essayer de trouver le ton de ça. Puis Pods était très proche de moi pendant le tournage, puis même avant le tournage, ce qui ne m'était jamais arrivé. Là, généralement, tu commences à tourner, puis tu as rencontré le réel 2-3 fois, puis c'est tout. Là, on se voyait tout le temps, on se parlait tout le temps, on s'est mis chaud. C'est la première fois que j'étais sous avec un réal avant de tourner. Pourquoi ça aide, hein? On découvre la personne. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Je pense qu'on s'est
on a développé une relation de confiance et d'amitié qui a fait en sorte qu'on est arrivé sur le plateau puis qu'on rushait dans la première semaine pour essayer de trouver un peu le ton de tout ça. Il y a eu un moment où il me dit, tu sais, laisse-toi aller. Puis, tu sais, moi, je pense que moins maintenant, mais beaucoup plus avant, mais encore un petit peu maintenant, là, j'ai tout le temps, je suis tout le temps un peu conscient de ce que je fais, tu sais, puis j'ai tout le temps une certaine retenue. Puis là, il a fait, tu sais, c'est gros le personnage, mais si ta proposition est claire, on va embarquer puis on va y croire. Tu sais. Puis je me suis comme pitché. Ça a vraiment été comme un genre de saut de l'ange professionnel. Là, de genre, je vais me pitcher dans quelque chose que j'ai jamais fait avant, qui est risqué. Puis, ben, fuck it. Si les gens n'aiment pas ça, ils n'aimeront pas ça, mais on aura eu un trip, nous autres. Tu sais. Puis tu sais, pendant le tournage, Pods était toujours disponible pour des suggestions, pour changer des choses, pour couper des lignes. Mais tu sais, je me souviens d'une scène, on faisait une mise en place, puis on répétait, puis je le sentais pas, puis il sentait que je le sentais pas, puis il m'a demandé comment tu l'avais vu, cette scène-là. Je dis, ben, je garderais les 2 premières répliques, puis le reste, on dirait rien, on serait juste assis, genre. Puis je dis, OK, on va l'essayer. On l'a fait, il a aimé ça, puis on l'a gardé. Tu sais, il y a comme un partage, une symbiose genre professionnelle, puis une confiance que je n'avais pas vraiment vécu avant. Ça a été vraiment, je pense que ça m'a appris à me laisser aller beaucoup plus puis à essayer des choses. Ben, c'est Sortir de ma exactement zone de ça que j'allais confort, dire. Ça doit être tellement plus facile de se laisser aller puis juste de faire ce que tu as envie de faire avec le personnage parce que lui, il donne cette liberté-là aussi. Oui, exactement. Puis, tu sais, j'imagine que c'est un peu pareil pour vous autres, étant donné que vous performez. Tu sais, il y a eu, j'imagine, au début, il y a eu un moment où vous avez vraiment laissé aller ce personnage-là que vous vous êtes créé, puis que c'est là que vous avez commencé à vraiment avoir du fun, tu sais. Ouais. Ah oui, Puis, ouais. Ouais, je peux te le confirmer que quand tu montres plus de toi, les gens voient que c'est moins joué. C'est plus toi, puis ils s'attachent beaucoup, beaucoup plus. Tu sais, il y a des drags qui, malheureusement, arrivent, on dirait jamais à ce point-là. Puis quand ils connectent avec le public, ils connectent moins bien, justement parce que c'est trop joué, c'est trop un personnage. C'est comme, oui, c'est sûr que ça reste un personnage, ça reste de la scène, tout ça, mais il faut quand même montrer un petit peu de toi au travers de ça pour que les gens sentent que ce soit, en anglais, ils disent genuine. Tu sais, il faut que ça soit senti, tout ça. Oui, puis il y a aussi le fait que, tu sais, vous faites beaucoup d'impro aussi, là, avec le monde dans la salle et tout ça. Puis si t'es pas confortable dans ton personnage, tu peux pas sortir de ton plan, tu sais, de ton scénario, de ton texte, tu sais. Puis tu vois, sur Dumont, c'était ça. On l'a trouvé, j'ai trouvé une zone de confort qui faisait en sorte que je pouvais changer de réplique. Puis on pouvait me demander à la limite, on me donnait une page, faire comme si une nouvelle scène. On l'a fait, puis je savais quoi jouer. Parce que j'étais rentré dans le personnage, tu sais. Puis sur Mafia, c'était un peu ça aussi. Tu sais, encore là, la première semaine, il fallait trouver le truc, mais ça a été un petit peu plus vite quand même, puis moins sécurisant que sur Dumont. Mais rendu là, tu sais, à la minute que je mettais le costume, que j'avais les bijoux, puis les vêtements, puis la perruque, puis tout le kit, le maquillage, mon personnage revenait. Tu sais, un moment donné, je suis parti, il tournait d'autres affaires, j'étais pas là pendant comme 10 jours, tu sais. Puis je suis revenu pour une scène un soir, puis j'étais super stressé, je me faisais maquiller, j'étais comme, j'ai oublié mon personnage, j'ai aucune idée c'est quoi. Puis toute la minute que je me suis rhabillé, je suis arrivé dans la loge, j'ai mis tout mon kit, j'ai mis les bijoux, les bagues, j'ai fait, je l'ai. Je suis revenu dedans finalement. Mais ça, c'est en tout cas pour moi, ça c'est constant là, de je vais vivre ma vie en tant que Gabriel, homme, la personne qui est derrière le personnage. Puis dès que je vais mettre la perruque, le maquillage, le personnage, j'embarque tout de suite. Puis je pense que c'est l'effet de se grimer qui fait ça. Oui, on se l'est déjà dit, mais il y a toujours comme une espèce de... Même Rocher, là, il y a toujours comme même si on est super dans le jus, un moment, 2-3 secondes à un moment donné où tu te regardes direct dans les yeux dans le miroir puis tu te fais des faces, tu te fais comme OK, c'est beau, je suis prête puis on y va. Tu sais, mais des fois, c'est plus long, des fois, ça prend un peu plus de temps, mais même pressé, là, une fois que tu as tout mis, tu te regardes puis tu as comme le petit humph tout d'un coup qui fait OK, je le sens, let's go, on y va. Ouais. Mais c'est sûr, comme acteur, ça arrive moins souvent, ça, là. C'est rare que tu as la chance, justement, de te bâtir un personnage comme ça où tu peux vraiment être quelqu'un d'autre. Mais quand ça arrive, c'est un asti trip. Ah ouais. Surtout à long terme comme nous, là, tu sais. Ouais. Barbada, toi, ça fait combien d'années que tu fais Barbada? Ça fait 15 ans, là. 15 ans. Eh oui. Tu sais, il y a un personnage après 15 Pas ans. jeune. C'est ça. Juste 15 ans, c'est tout jeune. Black don't crack, hein, ça paraît. J'ai mis un filtre sur en ce moment. Ils sont pas cons.
Non, mais Marc-André, j'ai le goût de te parler d'un film qui a changé ma vie, qui évidemment, c'est sûr qu'on allait parler un peu Crazy, que je pense en tant que jeune. Crazy est sorti en quelle année? 2005, je pense. 2005, 2006, 2005, ouais. Mhm. Comme ça. Puis comme je suis une petite jeunesse, j'étais toute jeune quand Crazy est sorti. Puis moi, vraiment, en tant qu'homme homosexuel, ça a changé ma vision des homosexuels au Québec et surtout la relation musique puis sexualité un peu qu'il y avait dans ce film-là. Puis je me demandais si tu avais eu une grande réponse quand le film est sorti de la communauté. Est-ce que tu as senti comme pratiquement tu devenais une icône gay de la communauté ou tu devenais une représentation pour la communauté? Oui, oui, vraiment. Ça a été énorme la vague de réactions et de témoignages que j'ai eu pendant des années, puis même encore maintenant. Ah, Je pense ouais. qu'il n'y a pas une semaine qui se passe sans quelqu'un me parle de Crazy, à quel point ça a changé sa vie. Puis pas, évidemment, pas toujours dans une optique de coming out ou quoi que ce soit, mais oui, j'ai fait beaucoup de promos pour le film aussi à sa sortie. Puis, de Rouyn-Noranda à Marrakech ou en Norvège ou à LA, les gens venaient me voir puis ils me racontaient que c'était l'histoire de leur vie, puis Ah, ouais, OK. C'est tu sais, fou, là, ça, là. puis, tu sais, des présentations qu'on faisait au Québec, je me souviens d'une couple de présentations où tu voyais un père puis son fils sortir de la salle, puis le père pleurait, puis le fils aussi, puis tu voyais que ça avait vraiment shaké de quoi, puis encore la semaine dernière, quelqu'un qui m'a tweeté que c'est grâce à ce film-là que son père a pu accepter son homosexualité, ben en fait, la sexualité de son enfant, puis ou des gens qui l'ont vu puis qui ont décidé de sortir du placard, même s'il y avait des enfants puis une famille, puis qui sont tellement plus heureux depuis. Tu sais, quand tu fais un film, tu penses pas... Moi, pas un... En faisant Crazy, je savais qu'on faisait un film spécial puis qui était de grande envergure puis qu'on faisait pas vraiment ça au Québec, puis avec la musique puis tout. Mais j'aurais jamais, jamais pensé que ça allait avoir cet effet-là social, humain. Puis, tu sais, les gens venaient me voir à la sortie des cinémas et me racontaient des choses super personnelles, là, tu sais, OK. genre, je sais pas, moi, ma famille a essayé de m'exorciser ou, tu sais, OK. mon père me battait parce qu'il voulait battre l'homosexualité à l'extérieur de moi. Tu sais, il y a comme plein d'affaires super rochantes. Puis, tu sais, moi, j'avais 21 ans, là. Je m'attendais pas à ça, puis je pense que je n'étais peut-être pas nécessairement outillé pour le recevoir aussi bien. T'sais. Je pense que ça m'a pris un bout de temps avant de me rendre compte de la chance que j'ai eue d'avoir eu ça comme feedback. Je n'étais pas fermé à ça à l'époque, mais je pense que je ne réalisais pas la portée de tout ça. Ouais, Il n'y avait pas non plus le bagage émotif que le personnage. C'est un bagage émotif que le personnage avait vécu, mais ça ne veut pas dire que toi, tu l'avais non plus à la base. Là, non, puis il y a une chose qui revenait beaucoup, surtout quand je faisais des festivals, parce que tu te retrouves dans un party, dans un festival, puis tu as comme des journalistes chauds qui sont là, puis viennent te voir, puis nombre de fois que je me suis fait dire « Mais toi, t'es gay, tu sais. » Puis j'étais comme « Non. » Ben, c'est sûr que t'es gay, tu peux pas ne pas être gay puis avoir joué ça, tu sais, comme ça. Puis j'ai juste joué un gars qui était amoureux, puis un gars qui avait une relation avec son père. Puis ça, on s'en fout là, de l'orientation sexuelle, tu sais, c'est universel, ça. Puis on voit, tu sais, j'ai toujours dit, Crazy, évidemment, ça n'aurait pas été aussi fort, mais tu sais, ça aurait pu être un fils de médecin qui veut devenir, je sais pas, moi, pompier, puis son père veut pas, ou tu sais, c'est un fils qui cherche l'amour de son père, puis l'acceptation, puis qui veut être comme tout le monde. Puis ça, après, on le situe dans une histoire quelconque, mais ça reste quand même des thèmes qui sont universels, tu sais. Mm-hmm. Puis ouais, c'est ça. Moi, je l'ai joué comme avec le plus de réalisme ou de profondeur comme moi, je l'aurais vécu. Tu sais. Mais c'est quand même fascinant. Puis tu sais, je m'attendais aussi à me faire écœurer par ce film-là. Tu sais, évidemment, quand je début vingtaine, je sors d'un bar beaucoup, puis tu sais... À te faire catégoriser peut-être aussi? Ouais, puis tu sais, je m'attendais vraiment à me faire caler dans des bars par des gars chauds, genre hey, c'est toi qui joues à tapette, ça fait le même, puis c'est jamais arrivé. Ah, bravo. Puis jamais, puis tu sais, il y a des moments où je pensais que ça allait arriver, genre je suis dans un bar en train de pisser à l'urinoir, puis t'as un hostie de gros dude, là, super douche à côté, qui arrive, fait comme... C'est toi, là, qui jouait dans Crazy. T'es comme, ah, tabarnak. Puis finalement, il fait comme, hey man, c'était écœurant, ce film-là.
il y a comme un truc où ce film-là a eu un impact super positif sur bien du monde. Puis j'ai pas. C'est quand même fou, là, tu sais, que tu joues quelque chose quand même de touché qui vient toucher à des trucs qui sont tabous dans beaucoup de familles encore. Puis j'ai jamais eu de backlash négatif de tout ça, là. Hey, Mais je pense qu'il y a eu tellement un effet positif parce que c'était la première fois qu'on voyait, une des premières fois qu'on voyait un homme homosexuel, le personnage, avoir ou une matière, tu sais, un sujet d'homosexualité qui avait autant de succès aussi. Tu sais, il y a eu tellement de succès avec ce propos-là que je pense que ça a beaucoup enlevé beaucoup de tabous sur Ouais. le Mais c'était sujet. une grosse année, là. Je pense que c'était la même année que genre Brokeback Mountain. Puis, tu sais, il y a eu pas mal de films qui sont sortis dans ces eaux-là qui shakaient un peu la société, hein. Oui. Mais c'est le fun aussi que. Ben, ouais. C'est sûr que le fait que dans ce film-là, il y a toujours l'aspect. C'est pas juste le. C'est parce qu'on est sorti du cliché homosexuel beaucoup trop efféminé, puis beaucoup trop. Tu sais, on est complètement ailleurs. Même que je dirais que l'homosexualité dans ça est peut-être pas nécessairement le centre non plus. C'est beaucoup plus comme justement ta découverte de toi-même, tu sais, la découverte justement, comme tu disais, de la relation avec le père, puis tout ça, puis la découverte du personnage, lui, plus l'évolution de ça, c'est... Puis oui, il y a l'aspect homosexuel, mais c'est pas, c'est pas cliché, carrément. C'est pas cliché comme on voit malheureusement encore dans bien des films. Des fois, souvent dépeints de façon plus humoristique, mais quand même le cliché de l'homosexuel, beaucoup trop efféminé, puis beaucoup trop, ou à la limite qui fait de la drag queen aussi, ou je sais pas trop. Mais là c'était autre chose, je trouve. Puis c'est pour ça que je pense que les gens ont encore peut-être plus adhéré aussi. Puis, Je toi, pense aussi que c'est à cause que l'attention n'était pas mise justement sur son homosexualité, mais sur c'est ça. lui en tant que personne, puis sur, comme tu disais, sa relation. Fait que oui, il y avait des problèmes familiales, puis il était gay, mais c'était pas. C'est ça. Tu sais, c'était ça. pas ah, il est gay, puis on met l'attention, on tape sur ça sans arrêt. Oui, puis chacun des enfants avait ses problèmes puis ses enjeux, tu sais. C'est ça. Tu sais, ça reste quand même une chronique familiale où tu as un des fils qui a des problèmes de drogue, t'en as un autre qui est super nerd, t'en as un autre qui est super pogné, un peu sportif, puis musclé, puis rigide, tu sais. Tout le monde est différent, tu sais, puis je pense que c'est ça, c'est un film sur la différence at large, au final, tu sais. Toi, as-tu des frères et sœurs? J'ai un frère, ouais. Un frère. As-tu une relation un peu, je veux dire, pas similaire, mais quel genre de relation tu as avec ton frère? J'ai une bonne relation, c'est juste que mon frère et moi, on a 5 ans et demi de différence. Okay. Fait que, tu sais, il y a eu une époque où on était très proches, une époque que je me souviens pas, quand j'étais tout petit, là, où j'étais comme bébé un peu. Plus vieux que toi ou plus jeune? Oui, il est plus vieux que moi, ouais. Puis après ça, tu sais, moi, je commençais le primaire, lui, il finissait. Je commençais le secondaire, il finissait, puis il est parti en appart. Fait que, tu sais, on n'était pas... on faisait pas les 400 coups ensemble, là, tu sais. Mais on a toujours une bonne relation. On est bien différents, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect et tu sais, c'est probablement une des personnes les plus intelligentes, les plus cultivées que j'ai rencontrées dans ma vie. Puis c'est vraiment un foutu beau cerveau, mon frère, là. Il y a comme, on est différents aussi là-dessus, là. Tu sais, mon frère a une capacité d'emmagasiner de l'information incroyable, là. Tu sais, il est du genre à... Je pense au secondaire, il avait quasiment pas étudié pour son examen d'histoire du ministère, puis il a eu 100 %. Il était comme 3 au Québec à avoir eu 100 %. OK, ouais. Il est aussi calé en politique qu'en sociologie, qu'en linguistique, qu'en cinéma. Que, c'est vraiment quelqu'un de... C'est un gros cerveau. C'est vraiment... je suis vraiment content. Je me dis, c'est dans mes gènes à quelque part. Mais mon père était comme ça. Mon père, c'était comme un moine, là. Mon père, il emmagasinait de l'information, là, musicale, là, parce qu'il travaillait en musique, en radio, puis il connaissait tout. Ça faisait peur. Moi, j'avais déjà demandé c'était quoi le numéro 1 au Billboard le 11 mars 84 quand je suis né. Et il me dit, ben c'est soit... Tu sais, il n'a pas regardé sur rien, là. Il m'a juste, vraiment, en 3 secondes, il a fait, c'est soit Jump de Van Halen, puis c'était Jump de Van Halen. Ben voyons donc. Ou, je me souviens plus c'était quoi l'autre, évidemment, parce que j'ai pas de bonne mémoire. Et l'autre, c'était littéralement la semaine d'après. Ben voyons donc. C'est quand même incroyable. Ouais.
Aïe, aïe. Ouais, ouais, ouais. Juste le lien, c'est drôle parce que là, on en parle, mais le lien de faire entre Crazy puis ça, tu sais, que Crazy a tellement une place musicale, puis la musique c'est avait tellement vrai. une importance, puis ton père, clairement, aussi avait une importance musicale dans cette Ouais, vie. mais tu sais, moi, j'ai connu Jean-Marc quand j'avais 8 ans environ. J'avais fait un court-métrage avec lui. On est restés proches. Tu sais, mes parents, puis lui, souvent, ils se calaient, on faisait des bouffes, on soupait ensemble pour nos fêtes qui étaient proches, puis tout ça. Puis, donc, tu sais, il savait que je jouais de la musique, je jouais dans des bandes, des affaires comme ça. Puis, tu sais, je pense qu'il y allait, en m'appelant pour auditionner pour Crazy, il savait ce qu'il voulait voir, c'est ce côté un peu rock que j'avais. Tu sais. Ah, OK. Puis il savait que musicalement aussi, tu sais, en lisant le scénario, musicalement, je connaissais toutes les tunes. Je savais vraiment l'univers dans lequel il voulait se plonger. Ben, c'est super intéressant. C'est vraiment, vraiment cool de voir ce point de vue-là aussi parce que, tu sais, de sentir ton point de vue à travers plus ton point de vue personnel. Là. Je parle pas nécessairement le point de vue du personnage, mais le point de vue personnel, à travers comment tu as abordé ça puis comment ça t'a changé aussi. Parce que Crime, à 21 ans, tu es encore très jeune en tout cas, pour vivre tout ce que tu as eu à vivre par rapport à ce film-là, moi, je trouve. Il me semble que on Ouais. dirait que moi, à 21 ans, je ne me serais pas senti encore assez solide, je pense, pour vraiment avoir tout ça. C'est gros à prendre, je trouve. Mais je pense que, tu sais, je travaille depuis que j'ai 3 ans. Fait que, tu sais, j'ai vu bien du monde avoir beaucoup de succès puis scraper ça. Puis j'ai vu bien du monde avec énormément de talent arrêter de travailler juste parce qu'il n'y avait plus de contrat. Puis, tu sais, je pense que j'ai compris rapidement que c'était un milieu qui était souvent injuste puis que tu ne pouvais pas prendre pour acquis. Puis quand ça m'est arrivé, tu sais, j'ai été en réaction, je ne dirais pas négative, mais je me suis bloqué, tu sais, je me suis protégé beaucoup. Ah ouais? Je me souviens, tu sais, on me proposait plein d'affaires. Pas beaucoup de films, d'affaires comme ça, mais beaucoup de gogos, là, genre chroniqueur à flash, là, genre des affaires de même. Là, Ah puis, oui, OK. puis tu sais, j'avais vraiment peur de ce que j'allais choisir. Puis tu sais, je voulais pas être catégorisé dans un style, un genre, un genre de personnage. Puis je me souviens, j'avais décidé de faire La Belle Bête, qui est un film à micro-budget où j'avais une relation incestueuse avec ma mère, puis j'ai passé 10 jours à tourner avec des culottes faussement pleines de marde. Puis, tu sais, c'est vraiment un film zéro proche de Crazy. J'ai voulu casser ça rapidement, là, tu sais. On m'avait offert de jouer un fantôme gay des années 70 dans un film français après, puis j'ai dit non. C'est la version morte de mon personnage, là, de Crazy. Puis, C'est quand même drôle, là, par exemple, un fantôme gay des années 60. Ouais. Quand même particulier. Ouais. Moi, je l'ai jamais vu, ce film-là. Faudrait que je le voie. Je pense À qu'il y a vrai des- dire, c'est Casper. C'est ça. Pas mal ça, un Mais- fantôme gay. mais c'est ça, j'ai essayé vraiment de pas me pitcher dans ce que je vivais, puis de pas dire oui à tout, puis de pas me brûler, en fait, tu sais. Puis de rester discret. En fait, de pas devenir une personnalité connue, de rester un acteur connu. Je sais pas si tu vois OK. un peu la différence. Ouais, là, tu sais, ouais. de pas vendre, de pas me... je peux dire, de pas faire de ma personne, Marc-André Grondin, une business. Tu sais. De rester un acteur, puis de me faire plus rare à la limite pour me donner une meilleure chance de me fondre dans des personnages aussi. Tu sais. OK. Les gens, tu sais, si les gens, ils savent pas, ils me voient pas souvent, puis ils savent pas où je vis, puis toute ma vie, puis des photos, genre dans le séjour chez moi, puis tout, ça aide à oublier l'acteur derrière le personnage quand le film commence. Mais je trouve que c'est quelque chose que tu fais bien qu'en 2020 qui est difficile à faire. En ce moment, j'ai l'impression que succès égale que tu dois être connu, que C'est ta ça. vie privée doit être affichée au grand jour. Puis c'est quelque chose que toi, je crois pas que tu as jamais fait ou que tu sais, je pense pas que ça t'intéresse non plus à la façon que tu en En parles. même temps, là, je pense que les gens qui font ça, qui mettent leur vie au grand jour, c'est justement peut-être parce que je veux pas généraliser, là, puis lancer des pierres où ça n'a pas lieu, mais peut-être aussi parce que justement le talent ne suit pas toujours, puis ils ont besoin de ça pour faire en sorte de continuer d'avoir des contrats ou quoi que ce soit. Dans ton cas, c'est pas du tout ça. Le talent était là, puis les gens Ben, t'appelaient. Ouais, j'irais pas jusque-là, là, tu sais.
je pense qu'on est fait différemment aussi. C'est Tu sais, sûr. moi, c'est juste pas dans ma nature. Je pense que c'est juste, je suis fait comme ça, je suis plus discret. J'ai aussi eu mon break professionnel à une époque où c'était pas nécessaire d'avoir 150 000 followers pour être une vedette. Tu sais. Euh, je pense que maintenant, les jeunes qui commencent dans ce métier-là, je voudrais pas être à leur place parce que c'est des gros choix à faire. Tu sais. Ah oui? Tout le monde est ses réseaux sociaux. Si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, puis je le sais parce que j'ai des échos de ça, là, tu sais, il y a certains choix qui peuvent être faits en fonction du reach que tu peux avoir. Parce que, tu sais, quelqu'un qui a 150 000, 200 000, 500 000, 1 million de followers, c'est de la pub gratis pour n'importe quel projet. C'est bien attirant, ça. Fait que, tu sais, moi, je suis comme je suis, puis j'ai pas l'impression, tu sais, moi, c'est pas un statement que je fais. Tu sais, si j'ai envie de faire une vidéo où on voit mon salon, moi le faire. Tu sais, c'est juste c'est rare, ça arrive que j'ai envie de faire ça. Tu sais. OK. Puis je pense que je suis timide aussi de nature. J'aime pas aller dans des entrevues quand j'ai rien à dire. Ou, tu sais, c'est pour ça que je fais rarement des entrevues, à moins que je suis en promo ou des trucs comme ça. Tu sais, en ce moment, je fais plus d'entrevues parce que j'ai les tweets que je fais pendant le confinement, puis ça me fait du bien d'en parler, je trouve ça le fun, puis je trouve ça cool. Je me dis, si les gens découvrent un court-métrage qu'ils n'ont jamais vu, c'est déjà ça de gagner. Tu sais. mais je sais pas, puis en fait, il y a beaucoup de monde aussi qui réussissent à avoir des gros reach sans nécessairement, en étant bien présent sur les réseaux sociaux, mais sans nécessairement montrer toute leur vie aussi, là, tu sais, sans faire de documentaires sur leur routine quotidienne et tout. Là. Mais je sais pas, moi je suis pas là-dedans, puis je pense pas que j'ai le genre de followers non plus pour créer ce truc-là. Je pense que je vois pas nécessairement d'opportunité non plus là-dedans. Là, OK. Ah, ben, c'est intéressant. Gabriel, on fait un petit jeu avec notre invité? Oui, Un jeu qu'on a déjà fait, mais je pense que ça serait le fun de faire avec... mais je pense qu'on a passé au même, mais je te laisse. Ah oui? Moi, il me semble que j'irais avec... C'était quoi qu'on avait dit? Blow, bling, blow, bla... blow... Bref, fuck, marry, kill. Version Ok. Fuck, Mary Kill. Ouais. C'est ça. Ok. Mais on avait changé pour blow, bling... Non, bling, blanc... Ah, je me Bling, ça veut dire se mettre Oui, c'est ça, se marié. marier. Marié. Blow, puis marry, kill... bang, c'est Ah, ça. bang. C'est ça, bang. OK. OK. Bref, c'est parce qu'on voulait le mettre à notre façon. Faut pas que je me trompe, par exemple, mais OK. Non, mais c'est ça. Donc, qui tu maries, qui t'amène chez vous pour une soirée exotique, puis qui est-ce que tu dis, moi, on se débarrasse, faut plus que cette personne-là soit sur la terre. Bon, évidemment, OK. c'est un jeu, là, on sait bien que tu tuerais personne, du moins on espère. Puis, Non, non. puis on va y aller par catégorie, genre. OK? OK. Mettons, catégorie politique, catégorie whatever. Fait que mettons qu'on commence. Gabriel, veux-tu y aller ou tu veux que je commence? Vas-y, je vais passer à ma catégorie. On commence maintenant à la catégorie politique. Moi, j'aime bien ça pour voir un peu tes opinions politiques, tout ça. Mettons... C'est de même, tu vas voir ça, OK. Let's go. Oui, c'est ça. Non, pas du tout, pas pantoute. Mettons, on y va. Sarah Palin, Angela Merkel, puis qui est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah, mon Dieu. Hillary Clinton. OK, Hillary Clinton. Voilà, parfait. Fait que Sarah Palin, Hillary Clinton, puis Angela Merkel. Mettons, on met ça de même. OK. Ben, je peux pas dire je bang parce que ça change un peu la connotation, là. Mais bang Sarah Palin. Ouh. Écoute, c'est tough les deux autres parce que je suis en train de regarder la série documentaire sur Hillary, justement, OK. qui change un petit peu ma vision d'elle. Ah oui? En positif ou en négatif? En positif, Ah, tu sais, OK. je change pas mes opinions nécessairement par rapport à ce qu'elle représente, mais je pense que ça la replace dans l'importance qu'elle a dans le mouvement féministe et dans l'histoire de la politique américaine. OK. Ah, c'est intéressant. OK. C'est un super bon documentaire, vraiment. C'est sur Netflix. Là. Je dirais... C'est tough. Je dirais...
Je dirais marier Angela Merkel. Puis l'autre, c'est quoi, Blow? Non, Non. ben, là, Non. t'as L'autre, déjà c'est Sarah Palin que tu as choisi. Bling, je tue, je tue Sarah Palin. Ah, OK. Je marie Angela Merkel. Puis tu couches avec Hillary Et je Clinton. couche avec Hillary Clinton. Je pense que c'est un bon choix. Ben écoute, c'est pas pire, quand même pas pire. Je veux dire, de toute façon, coucher avec Hillary, son mari a déjà fait beaucoup pire. Fait que je suis pas mal sûr qu'il n'y aura pas de problème. Oui. Voilà. Oui. Tu seras Moi, je comme, vais y aller. tu seras une version masculine de, voyons, j'oublie son nom, Monica Lewinsky. Voilà. Oui, c'est ça. OK, mettons, tu auras compris que moi, je suis très politique aussi. J'aime beaucoup, beaucoup la politique. Fait que Barack Obama, je vais dire Nicolas Sarkozy, ou mettons, non, je sais pas, moi, François Hollande, le président de la France, peu importe. François Hollande, plus François Hollande. Puis, tiens, on va aller complètement ailleurs. Nelson Mandela. Tiens. Ouh! OK. Eh mon Dieu. OK, ben, je me débarrasse de François Hollande, là. Après, je me dis, si tu... j'ai l'impression que Barack, il est peut-être plus le fun que Nelson, là. Ouais, ben, Mais mettons, jeune Nelson, on s'entend? Là? jeune Nelson, ouais, je coucherais avec le jeune Nelson, puis je marierais Barack. Bon, OK. On a encore une fois, on est Mais dans en fait, tu sais, je dis ça juste parce que j'ai vécu beaucoup plus avec Barack Obama au day-to-day là, que Nelson oui, Mandela. c'est ça. Donc, je le connais un petit peu plus. Je sais à quoi m'attendre. OK, oui, c'est ça. Est-ce que, Non, je doute pas que Nelson devait être super cool aussi dans la vie est-ce que privée. Là. tu suis un petit peu tout ce qui est politique américaine puis tout ça? Ou d'habitude, justement, tu dis, surtout avec ce qui se passe en ce temps-ci, là, mais tu te dis, je me tiens plus loin de ça, puis je me concentre sur ce qui se passe ici, finalement, c'est bien en masse. J'ai été beaucoup plus à l'affût de ce qui se passait aux États-Unis dans les dernières années. Là, depuis cet hiver, là, j'ai comme pris un break un peu de nouvelles. Tu sais, moi, chez nous, je me levais le matin, j'ouvrais RDI, puis je fermais la TV le soir, puis c'était encore RDI. Là, j'écoutais les nouvelles, je lisais tout. Puis c'était un peu lourd après un bout de temps. Fait que là, je fais plus de tri. Ah, OK. Je vais lire une couple d'affaires quand je me lève, mais sinon, j'essaie de pas trop tout voir, parce que c'est bien frustrant. Je trouve que l'organe médiatique est vraiment fait pour faire réagir. Fait que, son but, c'est de te fâcher pour que tu veuilles en parler aux autres, C'est ça, pour générer des clics, pour vendre de la pub. exactement. Puis j'étais vraiment un bon poisson à tout ça. Fait que j'ai décidé d'arrêter ça. J'ai unfollowé tout le monde sur Twitter. J'essaie de je ne vais plus sur Facebook. Je check des belles photos sur Instagram. Ah, c'est bon ça. Mais C'est ça. je vais te dire, là, j'ai eu exactement la même réflexion, beaucoup plus dans ce temps-ci, parce que, tu sais, souvent, dans le temps du confinement, puis tout ça, là, puis toute cette crise-ci, j'essaie, mettons, d'avoir de l'information sur ce qui se passe réellement. Puis très souvent, ce qui est mis de l'avant, c'est le nombre de morts, le nombre de, tu sais, la propagation, puis tout ça. Puis oui, même si c'est quelque chose dont il faut parler, je comprends, c'est pas nécessairement toujours juste ça dont je veux entendre parler, puis c'est toujours ça qui est beaucoup mis de l'avant. On dirait qu'à un moment donné, ça devient carrément, c'est ça, ça devient difficile, puis je fais, OK, non, ben tant qu'à avoir du négatif, puis de tout ça, aussi bien pas en avoir du tout, ou comme tu dis, sélectionner, puis être capable d'aller chercher vraiment ce que je veux. Puis pas juste Mais ça désensibilise aussi. Tu sais, éventuellement, avoir tout le temps des statistiques de mort, ça ne veut plus rien dire. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Mais en plus, surtout dans une période en ce moment qu'on est enfermé, puis tout ce qu'on voit, c'est du négatif. Puis, tu sais, encore plus aux nouvelles, en ce moment, on parle de rien d'autre que la COVID-19 parce qu'il n'y a rien d'autre qui se passe non plus dans le monde. Mais, fait que, tu sais, je pense que c'est la meilleure solution que moi aussi, je me suis juste détaché un peu, puis de plus être à cheval sur ça. Ouais. Parce que Il sinon, y a peut-être un choix aussi qui est fait de ne pas mettre l'emphase sur les gens qui ont passé à travers, puis qui ont passé à travers relativement bien aussi, pour pas que les gens se mettent à plus avoir peur du virus. Tu sais. C'est certain. Peut-être un peu de ça. C'est pas une situation facile, là, mais je trouve que, tu sais, tu peux aller voir sur Twitter, quand François Legault a été élu, j'étais vraiment pas content, puis je pense qu'il a fait une campagne dégueulasse sur des thèmes qui nous divisent.
malgré tout, en ce moment, il gère très, très bien, puis son gouvernement gère très, très bien la crise, je trouve, comparé au reste du Canada puis au reste du monde. Je trouve qu'ils font vraiment, vraiment une bonne job. Je reste vraiment loin politiquement de la CAQ, mais ils se débrouillent très, très bien. En fait, ce que je pouvais reprocher à la CAQ puis à François Legault d'être un gestionnaire, puis je trouve qu'en politique, il manque d'idéologie. C'est juste des gestionnaires. En ce moment, ça sert quelqu'un qui fait de la gestion. C'est ça. Gabriel, un dernier peut-être? Puis Ouais, après, je pense que... aussi, la CAQ n'a jamais été aussi de gauche qu'en ce moment. Fait que, c'est ça. Je pense que on va y aller léger et le fun des chanteuses populaires connues, OK? Ça va être plus pour savoir ton genre, je pense qu'on va aller. Katy Perry, Britney Spears ou Billie Eilish, tiens. On va y aller jeune, connu. OK. Je sais pas à quel âge c'est correct? Je sais pas à quel âge Billie Eilish. On va dire qu'elle a 21 ans et plus. Oui, c'est ça, mettons. Je pense qu'elle a 18 ans. Je savais pas qu'elle était aussi jeune, c'est drôle, hein? Ben oui, elle a commencé à genre 15 ans ou 16 ans, je sais pas trop. Écoute, je vais marier Billie Eilish parce que j'adore ce qu'elle fait. Puis elle a l'air vraiment cool. Puis ce qu'elle fait avec son frère musicalement, je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est un beau... c'est une belle image quand même de diversité puis d'originalité pour les jeunes. Ben c'est ça, je partais pour dire, ça va vraiment ailleurs de ce qui est très, très vu dans ce temps-ci. Ouais. Je trouve qu'on est complètement ailleurs dans le style, dans le genre, dans l'écoute. Tu fais comme, aïe, il y a des bouts, même dans les tunes, nous-mêmes, qui nous surprennent, qui fait comme, ben voyons, OK, pourquoi ce bout-là est là, tout d'un coup, ça te déstabilise. Oui, puis elle change énormément son image, puis elle est jamais dans la séduction, puis dans le culte du corps, puis je trouve ça super intéressant. Je me débarrasse de Katy Perry, puis je couche avec Britney. Ah, OK. Oh! J'aurais cru Moi l'inverse. aussi, j'aurais pensé l'inverse. Non. Non, tout simplement. Non, moi, j'étais jeune, Hit Me Baby One More Time, puis c'est sûr que c'est un crush de jeunesse. Là, fait que... Tu sais qu'elle ressemble plus à Hit Me Baby One More Time. Là. De la misère. Pas grave, je ressemble plus au gars de Crazy non plus. Fait que... Hey, une petite question que je voulais te poser. Si tu n'étais pas allé, ben, tu l'as dit toi-même, tu as commencé extrêmement jeune. Fait que c'est sûr que c'est embêtant, mais as-tu l'impression que cette carrière-là a comme été choisie pour toi? Puis si tu n'étais pas allé vers ça, tu serais allé dans quoi? Tu sais, quel autre, mettons, sujet te passionne dans la vie assez pour dire j'en aurais fait une carrière? Tu sais, j'ai toujours choisi de continuer là-dedans. Au primaire, j'avais pas des bonnes notes. Mes parents, ils me disaient, on va arrêter ça, parce que je faisais bien étudier les romans, puis c'était bien prenant dans l'horaire, puis tout ça. Mais fait que ça a toujours été un choix. Par contre, il y a des choses que je voulais faire. Moi, je m'imaginais pas être acteur. Là, quand on me demandait ce que je voulais faire dans la vie ou à l'école, je répondais policier ou peu importe, là, ou ambulancier. Puis je tripais beaucoup, beaucoup sur la radio parce que mon père en faisait. Je me faisais des émissions de radio. Peut-être que je me serais dirigé vers quelque chose du genre. J'ai joué bien de la musique aussi. Je ne sais pas si j'aurais eu une carrière nécessairement comme drummer dans un band, mais peut-être. Je pense que je n'étais pas virtuose du drum, mais j'étais assez bon pour tenir le beat puis peut-être avoir un bon band là, sans faire de trop de solos. Fait que ouais, je pense que je serais resté dans la musique, la radio, un truc comme ça. Mais tu vois, je pense que le jeu, ça me fait triper, puis j'aime ça. Puis je pense que plus ça va, puis plus je découvre des couches à ce travail-là que je ne connaissais pas avant. Mais au-delà de ça, ce qui me manque le plus quand je tourne pas, c'est pas nécessairement de ne pas jouer, c'est de ne pas être sur un plateau. C'est ce sentiment-là d'équipe, puis de créer une famille éphémère comme ça pendant quelques mois. Puis, fait que, tu sais, peut-être que je serais resté aussi dans un travail connexe au cinéma. Tu sais. À un moment donné, je ne travaillais pas quand j'étais plus jeune. Puis au lieu d'aller travailler dans un bar, j'ai eu des gigs comme accessoiriste ou assistant de prod. Puis j'avais vraiment aimé ça. Surtout accessoiriste. Là, je trouve que c'est une job bien demandante, mais vraiment trippante. Qui m'a toujours fait tripper comme enfant, acteur, parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose de le fun sur un plateau,
fallait tout le temps demander à l'accessoiriste si on pouvait y toucher ou si on pouvait l'avoir. Fait que c'est lui qui était garant des affaires le fun. Là. Fait que... mais ouais, je pense que ça aurait été connexe à tout ça. Là. OK. Tu serais pas allé, mettons, genre en architecture ou en horticulture ou quelque chose du genre. Là, Non, mais tu vois, il y a eu une période au secondaire où j'ai voulu devenir thanatologue. Ah oui? OK. C'est quand même spécial. Mais je pense que c'était peut-être juste mon adolescence là, qui s'exprimait comme ça. Après ça, j'ai voulu devenir ambulancier. Ah, OK. Thanatologue, en fait, c'est parce que je voulais devenir médecin légiste. Puis après ça, j'ai vu qu'il fallait genre faire son droit puis sa médecine. Puis j'ai fait hey, no way, je vais faire tout ça. Je suis pas ce genre d'élève-là. Fait que je me suis dit, peut-être thanatologue, c'est un peu quasiment comme médecin légiste. Là, mais... OK. Puis ambulancier, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Je trouvais que c'était une belle job. Je trouve encore que c'est une super belle job. C'est ambulancier, policier, tout ça, puis pompier, je trouve ça vraiment cool. Puis en fait, j'en connais quelques-uns. Puis j'ai beaucoup d'admiration pour ce monde-là. Je suis pas toujours d'accord, disons, avec la police, puis le système de policier, mais je connais des bonnes polices. Puis je sais qu'il y a du monde qui font vraiment un bon travail, puis un travail qui fait une différence. Comme dans n'importe quel métier. Mais écoute, si jamais il arrive quoi que ce soit, puis tu veux changer, moi, une chose est sûre, j'en connais beaucoup qui aimeraient ça appeler le 911 puis te voir débarquer en ambulancier chez eux. Une chose est sûre, jamais je viendrai drag queen parce que je suis ben trop timide sur un stage devant le public. Exactement ce que je m'en allais dire. On pourrait t'offrir une place en tant que drag queen. Tu pourrais devenir la troisième animatrice du Big Black. Oui, mais c'est ça. Oublie pas, par exemple, hein, en drag queen, tu es comme caché dans un personnage. Fait que je suis pas sûr que tout le monde te reconnaîtrait. Tu sais, regarde, Mado a réussi toute sa carrière à jamais montrer qui était Mado. Tu sais, si t'arrives maquillé, penses-tu vraiment que je pourrais mettre les pieds sur un stage en drag et que ça sache pas? Non. Mais nous pas au défi parce qu'on va t'arranger ça. Peut-être il y a 15-20 ans, là, avant qu'il y ait des téléphones cellulaires et tout ça, mais non, ça va prendre 15 secondes, on va être sur TikTok. C'est clair. Ah. Écoute, vite, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? As-tu des choses dont tu peux nous parler? Je sais que des fois, c'est en processus, puis surtout dans ce temps-ci, il y a des choses qui sont arrêtées, fait que c'est toujours embêtant. Mais y a-tu des choses sur lesquelles tu travailles puis tu fais là? J'espère que ça va débloquer, que ça va... Bon, on va le dire, il y a un petit projet qu'on fait ensemble, mais des projets plus pour toi, là, personnellement. Là. Ouais, ben écoute, c'est toutes des affaires que je peux pas vraiment parler. En ce moment, il y a beaucoup plus de production qu'autre chose. Ah, OK. Je dis production en tant que producteur. Oui. Mais les diffuseurs ont pas... c'est eux qui vont décider quand on va pouvoir en parler. Fait que, éventuellement, j'imagine cet été, ils vont peut-être devancer, je ne sais pas trop, cet été ou à la fin de l'été, probablement quelque chose va être annoncé. Je travaille sur plein de projets, c'est vraiment le fun. J'ai peut-être une job d'acteur, mais là, étant donné la situation, tout a été mis à la glace. Fait que s'il n'y avait rien de signé non plus. Fait que je sais pas. Je sais pas si ça va se faire. Je sais pas quand non plus. Mais j'espère que je vais avoir de la job. J'espère qu'on va pouvoir commencer à travailler. C'est sûr que c'est pas un corps de métier, disons, où la distanciation est facile. Là, sur un plateau de tournage, là, tout le monde est empilé les uns par-dessus les autres. Fait que, c'est quelque chose qui t'inquiète avec la crise qu'on vit en ce moment, que dans la prochaine année, que ce soit plus difficile de faire des productions québécoises ou qu'on n'ait pratiquement pas de productions québécoises? Oui, en fiction surtout. Là. Ouais. Je pense qu'on peut trouver de la variété, puis des trucs comme ça, puis trouver une façon de s'arranger. Puis, les gens sont compréhensifs. Moi, j'écoute la radio, puis je vais entendre une pub ou un chroniqueur qui va sonner cacane, puis je m'en fous. Là, je sais très bien qu'il est chez eux, puis c'est correct. Là, puis je suis content, en fait, qu'il sonne cacane, puis qu'il ne soit pas en studio. Là, mais... Ouais, oui, je suis un peu inquiet. Je sais pas combien de temps ça va durer. On a des projets en production à l'international. Fait que ça, je pense que ça va prendre probablement une bonne année avant qu'on puisse recommencer à voyager pour le travail. Pour que les assurances couvrent des tournages à l'étranger, des trucs comme ça, parce que c'est pas un virus dont on va se débarrasser rapidement, mais je sais pas, je vais essayer d'être optimiste et me dire qu'à l'automne, on pourrait commencer à tourner. Mais je vais dire, je pense que si je n'avais pas vendu ma maison et je suis dans une meilleure situation financière, pas trop de dettes, je ferais beaucoup plus d'anxiété que j'en fais en ce moment, je pense. C'est clair.
Mais c'est vraiment pas facile. C'est pas facile pour tout ce qui est culture. En musique aussi, dans la musique, c'est déjà annoncé. Il n'y a pas de spectacle au moins avant le mois d'août. Dans le sport aussi, ça va être bien compliqué. Fait que, ouais, il y a bien des affaires qui vont être difficiles dans les prochains mois, mais en même temps, on est tous dans la même situation. Mhm. Ben, Puis je c'est pas pense mal que mieux ça, puis de se faire chier que d'être pogné avec le virus, puis de donner à ses parents et ses enfants. c'est sûr, ça c'est certain. Mais je pense que collectivement, le fait que ce soit justement tout le monde dans le même bateau va aider la situation, puis va faire en sorte que justement, on puisse vraiment y aller plus local, tu sais, s'organiser. Surtout de nos jours, là, c'est tellement facile d'organiser des affaires. Mais je pense que ça ne sera plus des grosses affaires, mais ça va être des affaires locales qui vont s'organiser. Tu sais, ils ont annoncé un exemple plus concret pour nous autres, là, l'annulation des fiertés, mettons, des festivals de fierté, tout ça. Mais moi, je ne suis pas convaincu qu'il n'y aura pas de fierté. C'est juste qu'il n'y aura pas un gros festival. Mais les gens vont s'organiser quelque chose. Là. Les gens vont dire, OK, tel parc, tel jour, on s'organise quelque chose, puis célébration, tout ça. Je ne sais pas si ça sera permis. Là, c'est ça qui va rester à voir. Mais ça va être beaucoup plus local, beaucoup plus... mais moi, je suis convaincu qu'avec toute la technologie qu'on a, puis l'adaptabilité des gens, la facilité à se retourner, de se virer de bord, que ça ne sera pas un été plate à rien faire. C'est juste que les événements ne seront pas organisés pour nous. Il va falloir prendre l'initiative de les organiser de façon probablement plus petite, compte tenu qu'on n'aura probablement pas le droit de faire des événements à grande envergure avec 3 000 à 4 000 personnes réunies dans un parc. Mais je suis convaincu qu'il va y avoir des affaires du genre. Puis, mais les gens sont créatifs. Phil Roy, ça n'a pas été long qu'il a trouvé une façon de faire des shows puis, sur Internet, en Zoom, je ne sais pas trop, avec 80 personnes. Il y a comme, les gens se débrouillent puis sont rapides. Puis, on a encore Internet, on a encore la télé. Je pense qu'on peut s'en sortir, là, mais c'est sûr que c'est une période bien difficile parce qu'on ne sait pas. C'est ça l'affaire. C'est l'incertitude, exactement. C'est l'incertitude qui fait en sorte que... puis le fait que personne ne l'ait vécu, tu sais, du moins, je pense que j'ai entendu parler d'une madame qui avait vécu la grippe espagnole, qui avait survécu, puis qui est en ce moment encore en vie, donc Elle a survécu le COVID aussi, j'ai lu, elle a survécu les deux. Les deux, c'est ça. Elle a survécu au COVID. Quand c'est pas ton heure, c'est pas ton heure. Mais on va rester sur cette belle note positive-là, qu'on va avoir quand même un bel été. Puis on va surtout te remercier infiniment d'avoir été là, d'avoir été avec nous. C'était vraiment super intéressant de découvrir le côté plus personnel de ton côté d'acteur et de comédien. C'est vraiment cool. Puis, bon confinement. Écoute, merci de m'avoir invité. Je trouve ça bien le fun. Puis, tu dois être content d'avoir tous tes costumes avec toi. Si tu étais dans un hangar à quelque part, tu ne pourrais pas y aller. Ça serait un petit peu plus embêtant, non? Tout est ici. Ouais. Et voilà. C'est le cas pour Gabriel. Gabriel, toutes ces choses sont au bar. Fait que d'y aller les chercher, c'est pas évident non plus, là, mais... Non. On va les chercher à la shot de une valise à la fois, là. On prend 2-3 affaires puis on ramène ça chez nous. Encore un gros merci, puis bon confinement. Merci à vous autres. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Bye.